On entend parler de Bitcoin, d'IA, de DeFi absolument partout. C'est une véritable vague d'innovation qui déferle sur le monde de la finance avec la promesse de tout réinventer. Mais bon, au-delà des grands mots et des gros titres, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça ? Voilà la question centrale qu'on va explorer ensemble. Est-ce qu'on est en train d'assister à une véritable transformation de notre économie ou est-ce que tout ça n'est qu'une nouvelle bulle spéculative ? Alors, pour bien comprendre, il faut commencer par les fondations. Parce qu'attention, on ne parle pas de simples gadgets technologiques, non. Ces innovations, elles s'appuient sur des théories économiques très sérieuses qui cherchent à résoudre des problèmes qui, eux, sont très anciens. Pour ça, il faut remonter un peu dans le temps, jusqu'en 1937, avec un économiste du nom de Ronald Coase. Il a expliqué quelque chose de fondamental. Si les banques et les autres intermédiaires existent, c'est parce que faire des affaires, ça a un coût. Le temps et l'argent qu'on perd à chercher la bonne information, à négocier, à sécuriser un accord, tout ça, ce sont les coûts de transaction. Retenez bien ce thème, c'est le problème de base que les nouvelles technologies prétendent résoudre. Et la solution proposée, c'est quoi ? C'est la blockchain. L'idée de génie, c'est de se débarrasser du tiers de confiance, la banque par exemple, grâce à ce qu'on appelle les contrats intelligents. En gros, ce sont des programmes informatiques qui s'exécutent tout seuls quand des conditions précises sont réunies. Du coup, la confiance n'est plus placée dans une institution, mais directement dans le code. Et ça, c'est un changement de paradigme, un vrai. On passe d'un monde où la confiance repose sur des institutions bien centralisées à un monde où elle est garantie par des algorithmes sur un réseau décentralisé. C'est ça le cœur de la promesse de la finance décentralisée. Et attention, cette idée ne tombe pas du ciel. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin, par exemple, avec son offre limitée à 21 millions d'unités, en fait, elles dialoguent avec un siècle entier de débats économiques. Elles ressuscitent les théories d'Irving Fisher sur la masse monétaire ou même celles de Friedrich Hayek, qui dès 1976 imaginait une sorte de compétition entre des monnaies privées. L'autre grande promesse, elle vient de l'intelligence artificielle. Et pour la comprendre, il faut faire un petit détour par 1970 et la théorie des marchés efficients d'une Gene Fama. L'idée de base, c'est que les prix sur les marchés financiers intègrent instantanément toute l'information qui est disponible. En théorie donc, impossible de battre le marché puisqu'il n'y a aucun avantage informationnel à exploiter. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Avec sa capacité à analyser des montagnes de données en une fraction de seconde, est-ce qu'elle pourrait enfin nous amener à cet idéal théorique ? Un marché parfaitement efficient où chaque prix serait toujours le juste prix. La promesse est immense. Bon, tout ça c'est la théorie. Ce sont les belles promesses. Mais après, il y a le test de la réalité. Et l'histoire économique nous a appris que la réalité est souvent bien plus brutale. On va voir comment ces belles idées se sont heurtées à des dynamiques bien humaines. La spéculation, la fraude et les crises. Un historien de l'économie, Charles Kindleberger, a modélisé le cycle de vie d'une bulle spéculative. Et c'est un schéma qui se répète encore et encore. Ça commence par une innovation excitante, puis les prix s'envolent, l'euphorie s'installe, jusqu'à ce que la musique s'arrête et que tout s'effondre. Et ce modèle, il s'applique de façon quasi parfaite à ce qu'on a vu avec les cryptos. Un exemple très concret, mai 2022. L'écosystème Terrace Lâche Luna s'effondre en l'espace de 72 heures. 40 milliards de dollars de capitalisation boursière sont partis en fumée. C'est l'illustration tragique et spectaculaire de la dernière phase de Kindleberger. La répulsion. Mais alors pourquoi ces bulles se forment-elles ? Le moteur psychologique, c'est ce qu'on appelle la théorie du plus grand fou. L'idée est simple. On achète un actif, non pas parce qu'on pense qu'il vaut son prix, mais parce qu'on espère trouver quelqu'un d'autre. Un plus grand fou, qui sera prêt à payer encore plus cher. Le problème, c'est qu'à la fin, il y a toujours un dernier fou qui perd tout. La DeFi promet de supprimer les inégalités d'information. Mais dans la réalité, elle en a créé de nouvelles. Des arnaques comme les rug pulls, où les créateurs s'enfuient avec la caisse, sont devenues monnaie courante. Et ce fameux système sans confiance. En fait, il exige une foi aveugle dans un code qui peut être piraté. Comme le prouvent les milliards de dollars volés chaque année. Et l'IA n'est pas en reste. Son principal risque, c'est ce qu'on appelle la procyclicité. Pour faire simple, si tous les algorithmes de trading sont programmés pour réagir de la même façon, au même signal, ils vont tous vendre en même temps et donc amplifier la chute des marchés. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le flash crash de 2010 quand le Dow Jones a perdu 1000 points en quelques minutes. Bon alors, après ce constat, est-ce que tout est à jeter ? Pas forcément. L'histoire nous montre qu'après la phase de chaos vient souvent une phase de construction, de mise en place de règles. C'est peut-être là, dans la régulation, que se niche la véritable transformation. L'économiste Joseph Schumpeter a appelé ça la destruction créatrice. Chaque innovation majeure vient détruire l'ancien monde pour en créer un nouveau. C'est un processus souvent douloureux, mais c'est le moteur du capitalisme. Le chaos qu'on observe aujourd'hui pourrait donc simplement être une étape normale de cette destruction créatrice. Et face à ce chaos, les institutions réagissent et de manière plutôt coordonnée. L'Europe a été pionnière avec le règlement MiCA, un cadre complet pour les crypto-actifs.
En même temps, les régulateurs bancaires mondiaux imposent des règles très strictes. Et puis il y a plus de 130 pays qui travaillent sur des monnaies numériques de banque centrale. Les MNBC pour prendre le contrôle. Alors si la révolution ne se trouve pas dans la technologie brute et non régulée, où est-elle ? Eh bien elle pourrait bien être en train d'émerger à l'intersection entre cette technologie et le cadre institutionnel qui se met en place. Une des applications les plus prometteuses, c'est la tokenisation des Real World Assets, ou RWA. L'idée est très simple. On prend un actif réel comme un immeuble ou une obligation d'entreprise et on le représente par un jeton numérique sur une blockchain. Et ça change tout. On peut fractionner un immeuble en des milliers de parts, ce qui permet à de petits investisseurs d'y accéder. On rend liquide des actifs qui ne l'étaient pas du tout. C'est un outil très puissant pour démocratiser l'investissement et potentiellement pour inclure le 1,4 milliard d'adultes qui ne sont toujours pas bancarisés dans le monde. Et ce n'est plus de la science-fiction. En 2024, BlackRock, qui n'est autre que le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, a lancé un fonds tokenisé sur la blockchain Ethereum. Quand les géants de la finance traditionnelle s'y mettent, c'est le signe que la révolution est vraiment en marche. Le point crucial, c'est vraiment l'échelle. Les projections estiment que le marché des RWA pourrait atteindre 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. On ne parle plus d'une niche, mais bien d'un changement structurel de l'architecture financière mondiale. On arrive donc au cœur de notre analyse. La véritable révolution, elle ne réside pas dans les technologies elles-mêmes livrées à ses propres démons spéculatifs. Non, elle est dans l'articulation intelligente entre l'innovation privée et un cadre public robuste, qui vient la guider et la sécuriser. Illusion ou révolution ? La réponse est probablement entre les deux. Nous sommes au milieu d'un processus de destruction créatrice. La technologie est là, les institutions s'adaptent, mais la grande question qui reste ouverte, celle qui va définir la prochaine décennie, est celle de la gouvernance. Qui va écrire les règles de cette nouvelle finance ? Et surtout, sur la base de quels principes ? Le jeu ne fait que commencer.